Bonjour, docteur Marty. Bonjour, Laurence Vous Ferrari. êtes le médecin qui a accusé les ministres d'avoir menti aux Français, d'avoir provoqué des morts parmi le personnel soignant et aussi parmi la population. C'est dans ce livre, aux éditions Femmes Larion, on va en parler, le scandale des soignants contaminés. On est en train de vivre, malheureusement, la saison 2 du feuilleton Covid-19. Plus de 8000 nouveaux cas hier, mais une baisse des entrées en réanimation. Et le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, qui nous prévient, le gouvernement va être obligé de prendre des décisions difficiles dans les 8 à 10 jours. Première question, c'est est-ce que c'est à lui de dire ça? Et de quelles mesures difficiles parle-t-il? Je ne sais pas si c'est à lui de dire ça, mais en tout cas, ce que l'on peut espérer, on a l'impression que ce n'est pas le cas, c'est que lorsqu'il parle, le gouvernement est au courant. Vous pensez que c'est pas sûr? Là, on a l'impression qu'il lance quelque chose et puis tout le monde est surpris, y compris les politiques. Donc c'est quand même problématique. Et puis ensuite, on ne peut pas jouer avec l'angoisse des gens. On a déjà des gens qui sont dans le doute. Et l'angoisse est mauvaise conseillère, exactement comme le fait de trop être rassurant est également inquiétant et n'est pas la bonne chose à faire. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est être factuel. Il faut regarder les choses froidement sur ce qui se passe. On voit que les chiffres augmentent régulièrement depuis juillet. On n'avait pas d'hospitalisation, on n'avait pas de réanimation et certains disaient mais il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas d'hospitalisation. C'est nier le rôle de la médecine de ville d'une part et puis c'est ne pas vouloir prendre de l'avance. Là, on commence à avoir des hospitalisations, on commence à avoir des réanimations, on commence malheureusement à avoir des décès. Donc il faut vraiment. Et vous avez des malades de plus en plus dans vos cabinets? Et nous, on a des malades tous les jours et des cas contacts surtout, qui sont extrêmement nombreux, y compris dans des régions qui n'étaient pas touchées, comme l'Occitanie. Alors on sait que le président ne veut pas remettre le pays à l'arrêt. À l'instant, on sait que le dispositif d'activité partielle de longue durée à 84% du salaire net sera maintenu jusqu'à l'été prochain. Donc on laisse ce matelas pour les Français, mais on ne veut pas remettre le pays à l'arrêt. Qu'est-ce que ça pourrait être ces mesures difficiles? Isoler, boucler les personnes âgées? C'est envisageable? Ben, ça pourrait être de confiner partiellement. On voit bien qu'il y a des zones territoriales qui sont extrêmement touchées. Si on regarde les Bouches-du-Rhône, Marseille notamment, on a un taux de positivité qui est très important. La question peut se poser de boucler par endroit, peut-être, je ne sais pas. Bloquer les personnes âgées, mais c'est pas pensable. Je veux dire, il faut que chacun, aujourd'hui, soit persuadé de l'importance de son rôle. C'est une somme de combats individuels qui fait la victoire collective. Donc chaque fois que quelqu'un ne fait pas les gestes, ça retentit sur les autres. Donc ce n'est pas que pour lui. L'incidence est très importante. Et ça, il faut que chacun soit persuadé de ça. On est tous engagés dans le même combat sur la terre entière. Ça n'arrive jamais. Chaque homme sur la terre entière connaît, avec plus ou moins de retard, la même problématique. Et donc, chacun doit jouer pour sauver l'autre. Alors, vous soulevez le problème de l'adhésion des Français aux mesures qui leur sont proposées. Est-ce qu'on peut en arriver à des scènes? Il y a une scène notamment au Pays Basque espagnol où on a une surfeuse basque qui a été attrapée, menottée sur la plage. Peut-être on va en voir l'image, et ramenée sur le rivage par des policiers en tenue de scaphandrier. Voilà, on la voit à l'instant. On peut en arriver là, vraiment, dans notre pays, en France? Non, je crois qu'il faut faire preuve de discernement de la part des forces de l'ordre comme de nous tous. Pourquoi on met le masque? On met le masque pour protéger l'autre. Vous le mettez sur tous les plateaux télé. Oui, alors moi je vous explique clairement, moi je suis médecin, donc je suis au contact des malades. Et comme je vous disais, on est devant un nombre accru de patients qui sont soit sujets contact, soit eux-mêmes malades. Donc tous les médecins qui sont au contact des patients, à mon sens, doivent mettre le masque sur les plateaux. Ça a changé par rapport à il y a 10 jours. Les médecins qui ne voient pas de malades, les statisticiens, etc., c'est peut-être pas nécessaire, mais nous, oui. Pour en revenir à la surfeuse, je crois qu'il faut tous faire preuve de discernement. On met le masque pour protéger l'autre. Quand l'autre n'est pas là, ça ne sert à rien de mettre un masque. Donc sur une plage où les gens sont à 100 mètres, 150 mètres éloignés les uns des autres, mettre un masque n'a pas de sens. Donc il faut quand même qu'on soit tous, qu'on comprenne déjà pourquoi, à quoi sert cet ustensile. Alors justement, le masque, est-ce qu'il sert en extérieur, oui ou non? Dans certaines conditions, quand on est en concentration de population, quand on est les uns contre les autres, quand on ne peut pas respecter la distanciation physique et quand on est en contact proche et prolongé. Ce n'est pas quand on se croise une seconde. Contact proche et prolongé, obligé, parce que lié au fait qu'il y a une concentration de population, là, ça peut être valable. Mais le masque, on ne le répétera jamais assez, il est surtout utile et nécessaire en lieu clos. Tout part des lieux clos. Toutes les contaminations de masse partent des lieux clos. Il n'y a pas d'exemple au monde de contamination de masse qui part de l'extérieur.
Il y a un constat d'échec de la durée d'isolement. On était à 14 jours, on revient de repasser à 7 jours. Dans le même temps, on nous dit qu'il va y avoir des mesures difficiles. Il y a toujours, depuis le début, cette pandémie, on l'a vécu vraiment sur CNews. Vous êtes venu très souvent, et vous le dites dans ce livre, pour essayer de faire de la pédagogie. Il y a des injonctions paradoxales en permanence. Donc on réduit la durée d'isolement et on vous dit on va peut-être confiner partiellement. On court après la maladie et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a eu 2 fils rouges à la crise dans la première partie, les masques évidemment, et puis le retard, continuellement. Or, face à cette maladie, il ne faut pas être réactif, il faut être proactif. Quand j'entends le ministre Blanquer, qui a fait beaucoup de choses pour l'école et on le remercie, mais ce n'est pas suffisant, quand on a fait une tribune, nous, pour renforcer les choses à l'école et qu'on a parlé du masque entre 6 et 11 ans, ce qui a pu choquer des gens, mais c'est nécessaire. Là, on est proactif. Si on dit, comme le dit Blanquer, on va attendre d'avoir des événements pour ajuster le curseur, là, on court après la maladie. Et quand on court après la maladie, on ne la rattrape jamais. Vous dites qu'on a 15 jours de retard en permanence sur la maladie, c'est ça? Là, oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a 15 jours de retard. Alors aujourd'hui, non, le confinement a remis les compteurs à zéro, en quelque sorte. On a plutôt verrouillé les lieux qui sont dangereux, masques en entreprise, masques dans les transports en commun, mesures de protection dans les écoles qu'il faut renforcer. Donc ça, c'est bien. Mais quand on voit les tests aujourd'hui, qui n'amènent rien parce que tous les laboratoires sont embolisés. Non, clairement, on va en parler. Mais ça ne sert à rien. Si on vous dit on va vous tester dans 4 jours et qu'il vous faut 2 à 3 jours pour avoir le diagnostic. Parce qu'il y a trop de monde. Voilà. Que vous êtes allé voir votre médecin parce que vous avez quelques symptômes 2 jours après avoir débuté vos symptômes et que vous avez commencé à vectoriser encore 2 jours avant, ça veut dire qu'on vous rend le diagnostic 10-12 jours après et qu'à ce moment-là, de toute façon, vous ne vectorisez plus de virus et on va vous mettre 14 jours en isolement alors même que vous n'êtes plus contaminant. Ça ne sert à rien. Donc les syndicats de laboratoires là, disent il faut nous aider parce qu'il y a des files d'attente devant tous les labos, notamment dans la capitale, insensés. Ils demandent qu'on remette des files prioritaires pour les patients qui ont une ordonnance, donc qui sont passés par le généraliste que vous êtes, et mettre fin aux campagnes massives de tests. Encore une fois, est-ce que la stratégie prise par le gouvernement a été la bonne? Déjà, il faut saluer ce qu'ils font, parce qu'il faut un boulot qui est épuisant, avec une pression extrêmement importante, parce que les gens souvent sont très inquiets et énervés, et il faut les aider. Pour les aider, effectivement, il faut arrêter avec ces files d'attente qui sont stupides dans le sens où, encore une fois, ça n'amènera rien en termes de résultats. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sans doute repasser, oui, par les médecins, il faut sans doute repasser par les ordonnances, il faut prioriser les gens qui sont symptomatiques, prioriser les gens qui ont été en contact avec des cas symptomatiques et arrêter de se faire tester à tout bout de champ pour rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut avoir des tests qui sont plus rapides en termes de diagnostic, 20 minutes, 1 heure, et pas 2 jours ou 3 jours. Et puis, il faut sans doute multiplier les zones de prélèvement. Les médecins, les pharmaciens, les infirmières. C'est pas vrai que c'est un test difficile à pratiquer. C'est pas vrai. Quand on vous l'a montré une fois, vous le faites. Vous pouvez les faire, vous, les généralistes, les pharmaciens aussi. Bien sûr. Dans les conditions sanitaires. Oui, bien sûr. Bon, très bien. Donc, et là, vous serez entendu par le Conseil scientifique? Vous l'avez nous proposé? On va le voir. Bon. À quel moment il faut s'isoler? Voilà, c'est la grande question des Français. Est-ce que parce que j'ai croisé quelqu'un qui éventuellement avait croisé quelqu'un, on nous dit s'isoler dès les signes de suspicion clinique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, si vous savez que vous avez été en contact proche et prolongé ou dans une même pièce avec un cas qui s'est avéré positif, vous devez effectivement vous isoler pour protéger les autres et jusqu'au résultat du test. Ça paraît nécessaire, mais c'est ce qu'on fait, nous, médecins. C'est-à-dire on ne va pas attendre d'avoir le résultat du test pour dire à la personne « Oulala, allez vous protéger ». On leur dit non, restez chez vous jusqu'au résultat et puis ensuite on en rediscute. Mais c'est ça le problème, c'est l'adhésion des Français à ça. Les Français, ils ont peur de perdre leur emploi. Hein, ils ont déjà trinqué pendant le confinement. Oui, mais... Donc ils se disent maintenant, je ne vais pas le dire. En fait, ils se disent quasiment, je ne vais pas le dire, je vais aller bosser. Il y a un grand principe en médecine, c'est qu'il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Le fait de s'isoler quelques jours, de le faire vraiment, et puis ensuite de ressortir si le test est négatif, ça protège les autres parce que si le test est positif et que vous êtes resté à l'extérieur, là vous avez contaminé d'autres personnes. Donc là vous allez faire perdre beaucoup plus de temps et mettre l'économie beaucoup plus en danger que si vous vous isolez. Donc il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Et c'est pour ça que vous saluez les mesures qui permettent aux parents, notamment quand les classes ferment, parce qu'il y a des classes, plus de 200 qui ferment, d'être compensés financièrement? Oui, mais on a un souci par rapport aux écoles actuellement, c'est que les professeurs n'ont pas véritablement de guidelines pour savoir quels sont les élèves qu'il faut éloigner de l'école. Et là, au moindre symptôme, on fait sortir les élèves, on demande à tous les élèves de passer devant leur médecin pour que le médecin les examine.
et fasse un certificat, ce qui n'est d'ailleurs pas la loi. Normalement, ce sont les parents qui doivent s'engager sur l'honneur et dire le médecin a dit que mon fils n'était pas porteur et il peut retourner à l'école. Mais en tout état de cause, on reçoit des dizaines et des dizaines sur tous les territoires d'enfance qui embolisent là pour le coup nos consultations et qui fait qu'on ne peut pas se consacrer aux autres patients. Donc là aussi, il faut raison garder. Alors, dans ce livre, Le scandale des soignants contaminés, vous dénoncez les conditions de travail de vos confrères, les médecins généralistes qui ont été envoyés au front. Ça a été les soldats du front envoyés au combat sans masque. Et puis vous citez évidemment les phrases terribles des ministres à propos des masques. Agnès Buzyn, 26 janvier, il ne faut pas acheter de masques en pharmacie. Jérôme Salomon, le 4 mars, les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public, jusqu'à celle d'Édouard Philippe, le 13 mars, le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Vous leur en voulez à ces ministres? Je ne peux pas ne pas leur en vouloir. Je ne peux pas ne pas leur en vouloir parce que les conséquences ont été terribles. On a mis en danger des milliers et des milliers de soignants, de l'aide-soignante aux médecins, en passant par les infirmières, les kinés, le secteur public, le secteur privé, tout ce qui fait le soin a été mis en danger parce qu'en défaut de protection. Et on a construit une doctrine non pas sur des faits scientifiques, mais sur le manque. Ces gens savaient qu'il manquait du matériel, ils ne l'avouaient pas au départ de la crise et ils ont construit leur diagnostic, leur doctrine en faisant du scientisme, pas en faisant de la médecine. Ils ont inventé des faits scientifiques pour cacher les manques. Ça, c'est pas possible. Et ça a été le point de départ de la crise qui a fait qu'on a eu 15 jours, 3 semaines de retard en permanence, mais avec des conséquences extrêmement dramatiques. Des médecins qui ont dû consulter, notamment en phase 2, en tout début, dans l'Est, qui voyaient des dizaines de patients porteurs et qui n'avaient même pas de masque, qui allaient en pharmacie, on ne pouvait pas leur en donner, qui ont respiré de l'inoculat viral toute la journée et qui en sont morts. Donc là, ce n'est pas pardonnable, il faudra que ces gens s'expliquent. Vous avez des chiffres sur le nombre de médecins, personnel soignant, infirmières, aides-soignants qui sont Ça reste très flou. On sait qu'on a en gros 60 000 contaminés si on prend les hôpitaux et les EHPAD. Et la ville reste pour l'instant le grand mystère. Et puis on se penche sur on oublie tout ce qui fait le soin et qui était en contact pour le coup proche et très prolongé avec les patients. Et puis on rappelle aussi que les EHPAD ont vécu des drames épouvantables, que ce ne sont pas des chiffres. Quand on parle de milliers de morts, on a tendance à voir des chiffres. Mais derrière chaque mort, il y a une famille, il y a une histoire. Il y a des drames qui ont été épouvantables avec des gens qui n'ont jamais vu le corps de leurs défunts. Et on n'en parlait pas. Rappelez-vous que Jérôme Salomon ne donnait pas les chiffres des EHPAD pendant longtemps. Il a fallu qu'on tape fortement sur la table pour que les chiffres des EHPAD soient intégrés, alors même que c'était la cible de cette maladie. Il y a eu des choses totalement incompréhensibles. Vous dites qu'il faudra qu'ils rendent des comptes. Il y a des plaintes qui sont évidemment en cours. Les ministres seront traduits en justice. C'est une bonne chose? Je ne sais pas s'il faut traduire les ministres en justice. Je crois que c'est l'État. Nous, en tout cas, on défend deux familles. La famille Bonavici, la famille Welling. On attaque l'État pour manquement à la protection, à son devoir, quoi, en quelque sorte. Parce qu'attaquer Olivier Véran, attaquer Agnès Buzyn, attaquer Édouard Philippe, ça n'a pas de sens, en fait, parce qu'ils n'ont pas pris les décisions seuls. C'est un groupe, c'est l'État qui a manqué à ses devoirs. Donc il faut que ça serve de leçon. Et pour que ces familles puissent faire le deuil, il faut que la faute soit reconnue. Un dernier mot, est-ce qu'aujourd'hui, en ce mois de septembre 2020, on en est au même point qu'au mois de février 2020 ou pas? Non. Alors, ça peut rassurer les gens, et il faut rassurer les gens. On n'est pas au même point. On a mis en place tout un tas de protections. On a compris de cette maladie. Les gens à risque se protègent. En réanimation, on a compris un certain nombre de traitements, les héparines de bas poids moléculaires, les corticoïdes. Mais, par rapport à la situation de mars-avril, en mars-avril, on avait 2 régions qui étaient touchées. Et là, on a une nappe virale qui est sur tout le territoire. Donc ce fait-là peut tamponner les avantages que l'on a. Et donc il est très difficile de dire qu'on va mieux s'en sortir ou pas. En fait, encore une fois, on est dans une lutte qui est collective et qui est faite de combats individuels. Et c'est la somme de ces combats individuels qui fera que l'on gagnera. Et donc, comme je le disais déjà au tout début de la crise, c'est l'équipe de France. Vous en faites partie, Laurence, comme moi, comme tout le monde. Et votre rôle est aussi important que celui des médecins et que celui de toute la population. Un peu moins, évidemment, puisque vous êtes tellement plus utile que nous. Mais néanmoins, on fait un travail d'information. Donc la responsabilité, elle est entre nos mains. Mais si, encore une fois, on se fait dépasser par la vague qui arrive, il va falloir, encore une fois, affronter cette maladie avec les mesures les plus contraignantes. Il faut qu'on soit encore une fois factuel, qu'on se prépare. C'est pas une guerre. Parce qu'il y a eu ce mot, ce fameux mot, vous savez, au départ, nous sommes en guerre. C'est pour ça que j'ai mis dans les coulisses d'une sale guerre. C'est pas une guerre, c'est un combat pour la vie que l'on mène tous et qu'on va gagner. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre issue. Donc on va le gagner, ce combat.
il est certain que ça va gêner nos vies, parce qu'il y a des modifications de nos vies. Souvenez-vous, la vie d'avant, elle est loin maintenant. Hier soir, je traversais un square avec tous les parents qui étaient masqués, les enfants non masqués, et je discutais avec un confrère à vous, et on se disait, mais elle paraît loin, la vie d'avant quand même, elle paraît très loin. Elle paraît très loin, effectivement, mais sur l'avenir, ça ne va pas durer des mois et des mois et des mois. C'est une période à passer, et on va la gagner. Merci beaucoup Jérôme Marty de ce message d'espoir sur CNews. Le scandale des soignants contaminés dans les coulisses d'une sale guerre aux éditions Flammarion. Merci d'être venu dans la matinale de CNews.